semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Isaïe TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Ce jour, chers amis internautes, je serai en compagnie de Jacques Boko. Il est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Il sera avec Gilles-Christ Chidi, journaliste, analyste politique. Et le troisième invité, je vous présente, il a pour nom Joël Ataï-Guédégbé. Il est expert en gouvernance, analyste politique. Avec eux, deux sujets au menu, la crise au Burkina Faso et également ce classement de Transparency International qui place le Bénin avec 5 bons dans son classement sur la bonne gouvernance, notamment la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous essaierons de commenter ces différentes actualités juste après le jingle. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Joël Ataï-Guédégbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour, expert en gouvernance, analyste politique. Vous êtes face à Jacques Boko. Jacques Boko, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être notre ce matin. Vous êtes à côté de vous, juste à côté, Gilles-Christ Chidi, journaliste, analyste politique. Bonjour également. Bonjour Kader, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Je commence par vous, Gilles-Christ Chidi. Vous êtes journaliste, analyste politique. On dit souvent, un adage dit, quand un problème frappe votre entourage, il faut prendre des dispositions avant qu'il vous atteigne. Le Burkina Faso a été victime d'un putsch, un pays avec lequel nous partageons une frontière. Dites-nous, en tant qu'analyste politique, quelle appréhension avez-vous de cette situation sociopolitique? Bon, on peut l'interpréter de diverses manières, avec divers angles. D'abord, peut-être sous le prisme de la situation vue par le Béninois ou les Béninois. Est-ce que le Bénin peut s'inquiéter de cela, ou encore on peut faire juste des analyses de ce qui est arrivé au Burkina Faso? Mais déjà à première vue, ce qui arrive au Burkina ne surprend pas vraiment par rapport à l'actualité de ces dernières semaines au Burkina Faso. Déjà, vous savez qu'il y a un premier coup d'État qui a été déjoué par la présidence burkinabé, présidée par Roch Marc Christian Kaboré, qui, à mon avis, n'a pas vraiment mesuré l'ampleur de la situation. Kaboré a peut-être sous-estimé la situation ou n'a peut-être pas vraiment pris la mesure des choses. Vous savez, c'est presque la même chose qui est arrivée au Mali avec Ibrahim Boubacar Keïta, qui aussi a eu des rapports des renseignements, qui savait que dans l'armée ça grondait, mais qui, ma foi, a peut-être sous-estimé ou a banalisé la situation. Pareil en Guinée avec Alpha Condé, à qui des gens parlaient et disaient, ben écoute, ton gars Doumbouya là, qui dirige cette cellule, j'ai envie de dire... Cette unité spéciale? Cette unité spéciale qui devrait lutter contre la montée du djihadisme et du terrorisme, que Doumbouya préparerait des choses dans l'ombre. Alpha Condé a eu l'information, mais encore une fois, peut-être est-ce le laxisme, est-ce une confiance trop poussée, aveugle, ou est-ce juste un manque de volonté? On ne saurait le dire, mais on sait la suite ou la fin, c'est qu'Alpha Condé a été pris un dimanche et donc n'a pas pu continuer à exercer le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le colonel Doumbouya qui est au pouvoir en Guinée. Et donc, nous voici avec la même situation au Burkina Faso, où nous savons que juste après la chute de Blaise Compaoré en 2014, où il a été débarqué par la jeunesse burkinabé, vous vous souvenez, et ça a suscité toute une liesse, un peu comme il est de tradition lorsqu'on débarque un chef d'État de manière assez forte. Ça a été le cas au Mali, ça a été le cas en Guinée, etc., où les populations sont dans une certaine liesse, en se disant, bon voilà, finalement, nous aurons le Messie, voilà les Messies qui viennent au pouvoir. À cette euphorie se succède toujours une certaine désillusion, où les gens reviennent encore sur terre et se rendent compte qu'on a beau faire partir X du pouvoir, c'est toujours Y, mais qui est un humain, qui est là, avec ses forces et ses faiblesses. Donc, ce qui est arrivé au Burkina, c'était prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible. Oui. Alors, Joël Ataï-Guédégbé, est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que selon vous, c'était prévisible? Est-ce qu'il y avait des prémices? Oui, je le ferai caler dans le sens de M. Chidi, parce qu'on pourrait même parler de la chronique d'un coup d'État annoncé. Tellement les signes avant-coureurs s'alignaient, s'emboîtaient les uns entre les autres. On espérait, pour le Burkina, que cela n'adviendrait pas. Mais on peut se demander ce que le président Kaboré a fait pour éviter cela. Et son dernier changement de gouvernement ne semble pas y avoir répondu. Il a fait certes l'effort de se départir du poste de ministre de la Défense qu'il traînait depuis longtemps, alors que les résultats ne suivaient pas. Donc ça remettait en cause. C'était l'erreur même, ça. Il m'a semblé que politiquement, tout en ayant
Ce poste-là, il était trop distant de l'armée. Il n'avait pas cette proximité et au finish de loin, on avait l'impression que cette armée n'était pas commandée. Et donc, il n'y a rien de pire pour la soldatesque d'avoir le sentiment d'être abandonné. Et Inata, comme tout le monde l'a remarqué, la localité où une cinquantaine de gendarmes a été massacrée par faute de ravitaillement jusqu'en vivres. Inata a été réellement le point d'orgue du manque de considération pour l'armée. Pire encore, je me répète, mais dans ce cadre-là, le premier rapport d'enquête qui a été diligenté était dans la complaisance. Pour peu, sans la pression de l'opinion publique, à la limite, le président Kaboré peut-être aurait pu laisser passer sans sanctionner fermement, sans qu'on ait pu identifier les responsables de ce drame-là, de cette négligence-là, coupable, cupide. Et donc, il a fallu beaucoup de pression pour qu'un second rapport intervint et que cela eût conduit à quelques mouvements. Et le patron de la junte actuellement a été promu dans ce cadre-là, mais peut-être que le mécontentement avait déjà atteint son point d'orgue au point que les gens n'avaient cure de cette reconnaissance, de ce redéploiement. Et le ministre de la Défense, un général, m'a semblé faire partie de ceux qui étaient contestés par l'armée. En cas, au nombre de leurs griefs, c'était que toute la hiérarchie, en cas les officiers supérieurs, fussent mis de côté. Et je crois que c'est réellement la question sécuritaire qui a eu raison de M. Kaboré, parce qu'on ne comprend pas que près d'un an à peine après avoir été réélu au premier tour, et même sans grande contestation de l'opposition, dont le chef est actuellement dans son gouvernement, on ne comprend pas que politiquement tout lui a échappé, dès lors qu'il s'est mis à couper, que ce gouvernement s'est mis à couper les communications, les réseaux sociaux, et à interdire des manifestations. Et ça voulait probablement dire, ça voulait finalement dire, puisque après coup on peut le comprendre, qu'ils avaient perdu la main. Alors, est-ce que selon vous, Jacques Bocor, est-ce qu'on peut venir à la conclusion de ce que le président lui-même avait déjà peu à peu creusé sa propre tombe? Bon, comme tous les chefs d'État dans des pays dans lesquels on a enregistré ces coups d'État-là, ça part d'où? Ça part des frustrations, ça part de ce que on n'arrive pas à corriger les inégalités sociales. Le développement que vient de faire M. Guédégbé, c'est aussi cela, parce que lorsque des officiers, cela coule douce, dans des bureaux climatisés, qui ne vont pas sur le terrain, ils envoient des subalternes. Ces subalternes-là n'ont pas les primes qu'il faut au temps opportun, vous voyez, donc ça peut générer ces genres de frustration. L'autre chose aussi, c'est que vous tapez dans la fourmilière, vous embastillez des hauts gradés de l'armée qui sans doute ont quand même, je dirais en griffe, un contingent derrière qui les supporte aussi. Donc ça peut créer ces genres de mutinerie, au point où même parfois on n'est pas préparé pour ce coup d'État-là, mais quand on voit que devant, comme le disent les Ivoiriens, c'est maïs, on persévère, on dit bon, il faut qu'on aille au bout. Donc je pense qu'il faut que les chefs d'État travaillent beaucoup plus au niveau de la gouvernance. La gouvernance pour ne serait-ce que contenter. C'est vrai, on ne peut pas contenter tout le monde, mais pour que la gouvernance soit inclusive, que ça soit inclusif. Parce que ça soit politique, que ça soit social, etc., il faut faire en sorte que tout le monde s'identifie à travers la gouvernance, ce que vous leur proposez. Bon, moi je constate, comme vous d'ailleurs, que malgré, disons, les menaces de la CEDEAO, les communiqués, la CEDEAO qui sort ses tripes tout le temps. On a comme l'impression qu'elle n'est généralement pas ça n'a pas entendu. émoussé les ardeurs
Elle n'a pas émoussé la Guinée, elle n'a pas émoussé le Mali. Absolument. Disons même que ça fait et de 4, parce que si on doit compter le cas tchadien, même si ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup d'État qui ne dit pas son nom aussi. De toutes les façons, c'est un militaire qui est au pouvoir. Et nous retournons malheureusement dans les années 70-80 encore. Hein. Est-ce que c'est une autre expérience que l'Afrique est en train de faire ou de vivre? J'avoue que je ne saurais tirer ici tout de suite les conclusions, mais est-ce que ça va se terminer sur le cas Burkina? Espérons, ça, c'est une grosse interrogation. Espérons que ça prenne fin. Mais n'empêche que nous avons intérêt à ce que la gouvernance soit vraiment revue en Afrique. Alors, Gilles Christidi, lors de votre première intervention, vous avez vraiment planté le décor, vous avez évoqué des expressions assez fortes, notamment la liesse dans laquelle on retrouve les populations lors de pareils événements. Comment comprendre qu'un chef d'État qui a été élu démocratiquement, comme l'a évoqué et précisé tout à l'heure Joël Ataïga, sans grande contestation, que tout de suite, lorsque l'armée vient bouleverser l'ordre constitutionnel, que ces mêmes populations, juste un an après, se mettent dans les rues pour applaudir l'armée? Comment cela pourrait être expliqué, selon vous? Merci. Non, au fait, ça dépend. C'est vrai, il a été réélu à l'occasion de cette élection pour un second mandat. Et il a été réélu dès le premier tour. C'est vrai. Mais après, et d'ailleurs, M. Ataïga Degbe le disait tout à l'heure, ses principaux challengers n'ont pas contesté cette élection. Edi Kongwego, Zéphirin Diabré, qui étaient les principales figures de l'opposition burkinabé, l'ont appelé la véritable opposition et félicité. Même. Absolument. Ce n'est pas une opposition maquillée, on pourrait dire que... vous en connaissez quelque part, ce genre d'opposition? Il y a souvent ces propos à l'endroit de certaines oppositions, où les gens estiment qu'elle n'est pas crédible. Bon, voilà. Donc là, je parle de l'opposition burkinabé qui, effectivement, à l'occasion de cette élection présidentielle, n'a du tout pas contesté les résultats. Et c'était un fait. Maintenant, de cette élection en 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous savez, l'eau a coulé sous le point, notamment au plan sécuritaire. Au plan sécuritaire, les gens souffrent au Burkina. Lorsque vous voyez un peu les différents bilans qui viennent après les attaques, les gens se disent, oui, nous avons élu le président pour nous protéger, mais il n'y arrive plus. Et on a beau vous élire aujourd'hui, même à 100%, lorsque demain vous vous montrez complètement en dessous du niveau auquel on vous espère, les gens commencent à éprouver, on va dire, une désaffection vis-à-vis de vous. Je l'ai critiqué toujours avec vous. Oui. Le président de la République, lorsqu'il est élu, il est entouré de cadres techniques, de part et d'autre, civils comme militaires. Et donc, les plans de sécurité, généralement, le chef d'État reçoit des propositions que lui... sur la base d'éléments parfois exogènes et endogènes, parfois il met les en application. Alors, c'est l'armée là-même qui mettait à sa disposition des plans de sécurité, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas le dire parce que nous, on n'est pas dans le secret de ces réunions de ces crises, enfin, de ces réunions de crise et surtout de ces conseils de sécurité. Vous savez, l'armée a beau le faire ou pas, c'est le président qui est élu et c'est lui qui répond de la situation sécuritaire, politique, économique et tout. Pourquoi, lorsque le président nomme un ministre, par exemple, qui cafouille, pourquoi les gens ne vont pas attaquer directement le ministre? C'est le président qu'on attaque. Même si le président fait faire le travail par les ministres ou fait élaborer les protocoles, les documents, les projets par les ministres. C'est la même chose ici. Encore que ceux qui sont sur le terrain ne sont pas forcément ceux qui sont associés à la table, à la réunion avec le président de la République. Comment concevez-vous qu'on puisse envoyer des hommes au combat sans les nourrir, sans les approvisionner? C'est le minimum. C'est le b.a.-ba. Et ce qui mécontente les gens, ce qui les fâche, c'est justement ce déficit de considération dont ils parlent. Lorsqu'ils ont renversé le président, ils ont d'abord fait une plateforme, une plateforme revendicative, j'ai envie de dire, en 6 points. Dans les 6 points, le dénominateur commun, c'est la lutte contre le terrorisme. Ils n'ont pas dit autre chose que cela. Ils n'ont pas dit le président ne construit pas les routes. Ils ont d'abord dit, comment se fait-il que le président n'honore pas suffisamment les familles de ceux qui tombent au combat? Première chose. Deuxième chose, pourquoi il y a un manque d'accompagnement, c'est-à-dire un véritable accompagnement des blessés, de ceux qui sont blessés à la guerre? Pourquoi ils ne reçoivent pas, ils ne sentent pas l'État, la République à leur côté? Donc on ne peut pas, dans un tel contexte où l'État subit les affronts de ceux qu'on peut qualifier dans un tel contexte d'ennemis de la République, comment est-ce que les militaires vont au front et ne reçoivent pas le retour? Parce qu'ils ont prêté serment, eux, pour défendre la patrie au péril de leur vie, au prix de leur sang. Mais dans un tel contexte, le minimum dont ils ont besoin,
c'est la reconnaissance de l'État, c'est la présence de la République à leur côté. Et je crois que c'est ça qui change. C'est ça qui change tout. Alors, Joël Guénégué, certaines personnes estiment que ce coup d'État puise beaucoup plus à la légitimité du commentaire qu'a fait le président lorsqu'il était au pouvoir par rapport à une volonté de vouloir revoir un peu les accords militaires avec certaines grandes puissances. Bon, il se pourrait, le Burkina n'est pas déconnecté de la plateforme sécuritaire sous-régionale, et notamment toute la surveillance qui était exercée avec, en collaboration avec les services de renseignement des différents pays. Le général Diendéré, qui est en prison aujourd'hui, en était un pivot essentiel. Et donc le Burkina était connecté réellement aux services secrets occidentaux. Et bon, est-ce que le président Kaboré réellement sentait les choses? C'est une question sur laquelle on va peut-être discuter ad nauseum, mais le défi sécuritaire était là. Et malheureusement, le défi de réponse, d'effectivité de la réponse et de tentative, il y a les symboles on n'a pas assuré à ce niveau. Ce n'est que pour les fêtes de Noël ou de fin d'année que le général Saint-Poré, le ministre de la Défense, a cru devoir aller passer la nuit avec les troupes. Mais ça n'a pas suffi. On peut rechercher quand est-ce qu'une seule fois le président Kaboré a été vu sur le terrain, partageant, fraternisant avec les troupes. Et ça a manqué, cette communication symbolique-là. À défaut d'avoir les moyens pour contenter les familles, pour donner ce qu'il faut d'armement, d'équipement aux gens pour répondre sur le terrain. Deuxièmement, je vous donne un petit indicateur. Et à un moment donné, on a cru devoir accepter que des civils soient armés pour devenir les supplétifs de l'armée dans ce combat-là contre les terroristes. Mais ces terroristes dont on parle, est-ce que c'est vraiment une armée qui vient de l'étranger? J'ai l'impression que non. Et il y a une partie de ces envahisseurs qui viennent, enfin de ces agresseurs qui viennent de l'étranger. Mais il y a une partie qui vit en symbiose avec les populations, qui a eu le temps de contrôler les populations, de leur mettre dans la tête que l'État ne s'occupe pas d'eux. Devant le manque d'État, devant le manque de services cruciaux, de services de base, de santé, d'éducation et autres. Là. Et il n'y a pas eu de tentative de réponse. Et pire encore, en dehors de la coupure des réseaux sociaux, de l'interdiction des marches le week-end dernier, il y a eu un autre fait assez curieux, où une note interdisait aux déplacés, à ceux qui étaient réfugiés à l'intérieur de leur pays, d'aller plus au-delà, alors que pour beaucoup, leurs enfants n'ont pas commencé la rentrée depuis octobre. Et 1 500 000 à 2 millions de déplacés à l'intérieur du pays qui ne reçoivent pas d'autres considérations non plus du pays, mais souffraient que le ras-bol soit à son paroxysme. Maintenant, plus l'impression, alors que, ou bien le président Kaboré est un collabo de l'Occident, ou bien c'est quelqu'un qui essaye de surfer sur la vague populaire, la vague de revendication des jeunes de plus d'indépendance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Et il a parfois tenté des manœuvres sur le CFA, il a tenté des propos, des prises de position qui vont dans le sens de l'opinion publique actuelle. Et est-ce que c'est de ce point de vue qu'il s'est fragilisé, qu'il n'a pas eu les renseignements qu'il lui fallait? Et on peut spéculer dans les deux sens. Et je ne vais pas me prononcer définitivement. Et puis, j'ajouterai simplement que quand on a accepté que les civils soient des supplétifs à travers les FDP, je crois c'est... Combien leur donnait-on? 20 000 francs par mois pour le carburant dans cette zone-là. Et vous permettrez que j'ajoute quelque chose qui fait un peu le lien avec nous. Quand le patriotisme déserte l'arène, le carburant que reçoivent les djihadistes, que reçoivent les agresseurs, il vient d'où? Il a fait l'objet de trafic, certes,
ceux qui en étaient les auteurs ont été frappés durement, ont été jugés et ont reçu des amendes de l'ordre du milliard. Et certes, c'était un message envoyé, mais est-ce que ce n'était pas trop tard? Est-ce que, en gros, le pouvoir Kaboré n'avait pas perdu la main sur cette question-là? Alors, Jacques Boko, lorsque je me retourne vers vous, c'est de savoir à qui profite réellement ce coup d'État-là. Est-ce qu'il n'y a pas un élément exogène? Est-ce qu'il n'y a pas une télécommande ailleurs qui voudrait que ce pouvoir tombe? Parce que lorsque nous regardons un peu de part et d'autre, on a comme l'impression que c'est quand les militaires prennent une décision que ça devient effectif, alors que dans des pays que je ne veux pas évoquer le nom, il y a eu de fortes contestations par rapport à l'élection présidentielle. Les populations ont envahi les rues par des milliers, des centaines de milliers, mais pourtant ce pouvoir a tenu, il n'a pas été ébranlé. Est-ce que Kaboré n'a pas eu les soutiens nécessaires à son métier au pouvoir? Bon, d'abord, moi, par rapport à ce que vous dites, si en temps, il n'y a pas cette façon de vouloir lâcher la métropole, c'est ça, hein, au profit d'autres ou d'une autre puissance. Je pense que c'est une option de gouvernance que des chefs d'État font. Et ailleurs, ça leur marche. Je prends par exemple l'Afrique centrale, il y a des chefs d'État qui ont fait cette option, mais qui continuent d'exercer le pouvoir. Donc, moi, est-ce qu'il a bien mesuré? S'il a bien mesuré, parce que qui voyage loin, ménage sa monture. Oui, je veux maintenant me tourner vers telle puissance, mais voilà les conséquences. Je pense qu'en tant que chef d'État, il doit avoir les informations nécessaires pour y aller. Maintenant, s'il ne l'a pas eu, je pense que c'est ce que nous constatons aujourd'hui. La conséquence directe, c'est le coup d'État. De toutes les façons, que ce soit aujourd'hui ou demain, on soupçonnera toujours cette main invisible, en tout cas venue d'ailleurs ou de l'extérieur, parce que d'aucuns estiment que les militaires n'y vont pas seuls, parce que souvent ils sont appuyés par... Qui rassure ces militaires-là selon vous? Parce que on a comme l'impression que c'est pas si facile. Macron a été confronté à des problèmes avec les Gilets jaunes, mais l'armée française n'a pas décidé tout de suite de dire qu'elle veut prendre ses responsabilités. Le président américain Donald Trump avait été confronté à des crises où il y avait des dichotomies véritablement, où on pouvait lire des problèmes de bienséance, mais à aucun moment la CIA, le FBI ou peut-être l'armée américaine n'a jamais décidé de vouloir d'y prendre ses responsabilités. Alors, lorsque nous savons que généralement nous ne sommes pas équipés nous-mêmes et qu'on nous équipe, alors qui rassure ces militaires-là pour effectuer leur action? D'abord, moi, je pense que même s'il y a des mains exogènes et que les militaires vous font confiance, ils n'iront pas. Donc, il y a le capital confiance, certainement, qui fait défaut à un moment donné. Même si on rassure des militaires, si vous avez bien assis votre système, je pense que ça ne peut pas tomber ça ne peut justement, pas s'écouler du jour au lendemain. Donc, il y a également des pays où on a vu une forte pression populaire, oui. On a vu l'armée véritablement divisée et tout. C'est pourquoi je parlais du problème de gouvernance aussi. C'est pourquoi je parlais du problème de gouvernance. Parce que quand vous rassurez les vôtres, quand vous arrivez à impliquer tout le monde dans votre gouvernance, ça ne peut pas vous arriver du jour au lendemain comme ça. Parce que quoi? Que ces coups d'État soient commandités ou pas, lorsque vous avez l'adhésion populaire, vous avez l'onction de votre peuple, je pense qu'à un moment donné, regardez ce qui s'est passé dans les rues, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit au Burkina, on a senti que les populations ont applaudi, ont accompagné même les militaires. Mais partout au monde, partout, ces populations sont oui, même en Russie, si tout de suite. Non, c'est pas le cas. Parce que, en fait, le problème, je dis, si vous arrivez à avoir la population avec vous, l'armée avec vous, ça ne peut pas se passer aussi facilement. D'où, j'insiste encore sur le problème de gouvernance. Encore que le cas du Burkina, moi je pense que j'ai suivi une Vox Populi au Burkina Faso où il y a une dame qui dit non mais Kaboré, il faisait trop attention, il était trop réservé, il n'avait pas confiance en ses collaborateurs, même les ministres qu'il nomme, du jour au lendemain il les change. Donc quand c'est comme ça, il y a déjà un problème. Or, il a pris le pouvoir après un comparé qui a fait 27 ans au pouvoir.
l'armée qui est là n'est pas l'armée de Kaboré. Donc, il devait quand même s'attendre à tout ça. Alors, Gilles Christini, lorsque nous voyons de près, comme je le disais tout à l'heure avec Jacques Bocco, on a comme l'impression qu'il y a fortement, on a une forte assurance de dire qu'il y a une main extérieure qui soutient ces putsch-là, parce que généralement, il y a pire que ce qu'on voit qui renverse ces présidents-là, mais dans votre pays, le chef d'État est toujours là, bien assis, le chef d'État est toujours en place. Lorsque, je ne vais pas citer de nom, mais il y a un pays quand même où le président de la République est là depuis des années. Il nous manque d'années où il y a de révolution, il y a d'opposition. Vous désespérez d'avoir un putsch. D'opposition qui sont dans la rue, mais pourtant, le chef d'État est là. Est-ce à dire qu'il y a des puissances qui estiment que, tiens, lui, il est bon, on le garde, quelque chose que veut le peuple? Parce que lorsque Jacques Bocco parle de peuple, de pression populaire, ailleurs, la pression populaire n'a pas de valeur. Oui, vous savez, je ne balais pas du revers de la main l'analyse de Jacques Bocco, même si effectivement ce que vous dites n'est pas faux. Vous savez, d'abord, c'est l'anecdote ou la légende du mur fissuré. Lorsque le mur est déjà fissuré, ne condamnez pas le lézard qui s'y met. Et déjà, lorsque il y a un problème de popularité ou de symbiose tout simplement entre le gouvernant ou les gouvernants et leur population à la base, que de grandes puissances viennent s'y mettre, on va dire, c'est une variable à considérer. Vous disiez tout à l'heure que la population sort toujours. Non, ce n'est pas le cas. Regardez le cas de la Birmanie, par exemple. La Birmanie, l'armée est montée au créneau pour arrêter un gouvernement, pour prendre le pouvoir, et la population monte au créneau au péril de sa vie. Exactement. Si bien que la junte qui est au pouvoir réprime la population qu'elle dit venir sauver. Pour compléter, je prends juste le cas Côte d'Ivoire. Après l'élection de 2010 ou 11, non? C'est ça? 11. Oui, 11. Mais Gbagbo a été déchu, certes, mais il a fallu plusieurs mois après sa réélection. Il a résisté. La population ivoirienne s'est constituée en bouclier. Donc, je pense que ça n'a pas été facile pour qu'il soit déchu. Et il a fallu que des puissances se mettent ensemble d'abord pour aller... Justement, chacun tire le drap de son côté. Oui, justement. Mais c'est pour vous dire que... Comprenez aussi que la population, quelque part, parfois aussi est manipulée. Ce n'est pas comme du couteau dans du beurre. Mais il y a une résistance qu'on observe d'abord. On sent que le peuple est avec vous. Mais ici, c'est que ça se passe comme si, bon, il n'y a rien devant et les populations viennent après, elles applaudissent. Justement, elles applaudissent toujours. C'est cette comparaison que je fais. Oui, mais là encore, moi je dis... Par exemple, juste pour renforcer un peu ce que je disais, oui. Lorsque nous prenons par exemple le cas de ces pays qui ont connu ces putsch-là déjà avant le Burkina Faso, oui. Est-ce que le président évincé, est-ce que le pays se porte mieux aujourd'hui comparativement? Non, et c'est là où j'allais en venir en fait. D'abord, je partais du fait que on ne peut pas ignorer, on ne peut pas dire non, les populations sont d'office manipulées, les populations que c'est subjectif. Non, on ne peut pas le dire. Parce que pour des questions de gouvernance, le chef de l'État qui est là, il a besoin d'écouter la population. Il a besoin de prendre le pôle de comment est-ce que sa gouvernance est perçue par les populations. Lorsqu'on ignore tout ça complètement et qu'on ferme les yeux, c'est comme ça que ça tombe dessus après. Et la population, c'est aussi l'armée. Hein? Oui, lorsque vous voyez un peu le cas du Mali, par exemple. Au Mali, lorsque l'imam Diko montait au créneau avec la société civile, et puis chaque week-end, il y avait une marée humaine. Même s'il y avait des frustrations dans l'armée et qu'on dénonçait des faits de corruption et tout ça, l'armée n'était pas montée au créneau d'abord. Les populations sont montées et l'armée s'est assurée que si jamais elle monte pour achever l'œuvre, que la population ne va pas la décrier. Et c'est ce qui s'est passé. Mais après, et votre question, elle est pertinente. Lorsqu'on finit de faire ça, est-ce qu'on a résolu les problèmes du pays? Et c'est un autre débat. C'est un autre débat. Non, attendez. Vous parlez tout à l'heure d'autres puissances qui pourraient intervenir. Je prends le cas du Burkina Faso, qui est le cas actuel, dans le cas d'espèce. Vous prenez le Burkina Faso, le Mali, le Niger, on va dire les pays du Sahel. Vous savez qu'il y a une certaine désaffection entre les populations de ces pays et la France, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne vais pas faire dans la langue du bois. Où le président français, il en est tellement conscient que lorsque vous voyez comment il a organisé le 28e sommet Afrique-France, le dernier sommet Afrique-France, il a voulu redorer son image et l'image de la France en feignant donner la parole à la société civile africaine. Encore que même là, la question se pose, qui a choisi ceux qui ont parlé? Donc là, après il y a le sentiment anti-français. Et vous savez que
que ce soit au Burkina Faso, au Niger, des populations ont attaqué des convois français. Donc, dans un tel contexte, où vous savez aussi que la Russie cherche à mettre aussi les pieds en Afrique, à s'imposer en Afrique, et aussi la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et c'est là où j'allais en venir justement. Oui, il y a, si vous me laissez 2 secondes. Oui. Absolument. Recep Tayyip Erdogan a fait un tour en Afrique, et il est même venu au Togo à côté. Et chacune de ces puissances-là veut aussi, parce que l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, est un grand marché pour le monde entier. L'Afrique, on a beau tout dire, aujourd'hui, est on va dire, la clé de l'avenir. Donc, ce n'est pas exclu que, par exemple, que la Russie veuille prendre le contrôle de la lutte contre le djihadisme dans le Sahel, à partir du Mali déjà, en cherchant coûte que coûte à évincer peut-être les pouvoirs, parce que qui a lu les sanctions contre le pouvoir, la junte malienne, qui a lu les sanctions? C'est le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré. Et s'il le fait, et on se rappelle les conditions dans lesquelles la CEDEAO a pris ces sanctions précipitamment, aujourd'hui ça lui revient à la figure. Et où on voit presque de façon établie que cette CEDEAO-là faisait presque ce que la France, excusez-moi vraiment le terme, mais la France lui aurait demandé de faire, parce que la CEDEAO prend de telles décisions de façon aussi unilatérale, où Air France dit, moi j'arrête tous mes vols à destination et en provenance du Mali, et dans le même temps, la France convoque l'Union européenne pour agir contre le Mali. C'est une guerre de puissance. Alors, on ne va pas exclure cette possibilité. Que ce soit le Burkina Faso, le Mali, le Niger, les pays du Sahel, il n'y a que les grandes puissances aujourd'hui se disputent. Voilà, tous les pays francophones. Et la France sait que sa cote de popularité baisse drastiquement. On a beau le dire, c'est une variable. Alors, parlons de la CEDEAO. Lorsque l'on sait que cette CEDEAO, elle est composée de chefs d'État, pour la plupart, mais qui ont parfois des relations étroites avec la France, et lorsque nous connaissons un peu l'emprise de la France sur ces régimes qu'elle colonise et autres, est-ce que, selon vous, vous ne voyez pas ces chefs d'État-là dans une posture de vouloir un tant soit peu satisfaire aux exigences du colonisateur, de peur de subir ce qu'il crée finalement aussi de l'autre côté? Oui, c'est peut-être la quadrature du cercle pour ces chefs d'État aux abois. Parce que lorsqu'ils sont là-bas, c'est vrai, on n'a jamais été chef d'État, mais à y voir de près, les enjeux sont colossaux. En tout cas, la pression, à la limite, ils sont entre le marteau et l'enclume. Parce qu'il y a la pression populaire du pays, mais il doit y avoir aussi également la pression qui vient quand même. Non, et depuis quelque temps, on observe que certains chefs d'État ont peu ou prou le courage de reprendre à leur compte et certaines positions de l'opinion publique et qui vont à l'encontre de la domination étrangère du néocolonialisme français principalement. Et cela étant dit, avec les nouveaux arrivants sur le marché, la question pour l'Afrique est essentiellement de savoir qu'il n'est pas question de changer de maître, sinon en voulant changer d'allié. Il faut savoir le dosage. Quel est le dosage de coopération? On joue de tout ça pour maximiser ses intérêts. Absolument. Par rapport à la coopération avec la Chine. Les Africains l'ont assez bien fait, mais la gouvernance en Afrique n'en a pas profité. Les Africains l'ont fait pour accéder facilement aux ressources financières et aux prêts chinois, mais sans transparence, sans reddition de comptes, et à telle enseigne qu'on ne sait pas de ce qu'on nous a prêté et ce qu'on a effectivement utilisé pour le développement du pays, pour l'amélioration du quotidien. Mais au plan de la gouvernance, il y a un élément que nous perdons de vue à vouloir forcément identifier les mains étrangères, les mains cachées. C'est au fond ce que nous faisons des principes démocratiques. Et notez-le très bien que c'est pratiquement tous des présidents mal élus. Et la Guinée, on sait toute la controverse qu'il y a eu pour forcer les choses à aller au 3e mandat. La CEDEAO, soit dit en passant, n'a pas pu lever le petit doigt. Discrédit par rapport au peuple, par rapport aux populations, à l'opinion publique dominante. Alors, au Mali et au Burkina, confrontation avec les défis sécuritaires et incapacité des pouvoirs à répondre, et donc à donner l'illusion même qu'ils contrôleraient les affaires et seraient capables d'assurer. Bon, donc ça facilite la tâche aux militaires ou aux premiers kidam qui arrivent, et sans faire injure à ceux qui sont là ou à qui que ce soit. Mais troisièmement,
Oui. Et intrinsèquement, ce qu'on n'interroge pas. Et en réalité, ce qu'on aurait dû interroger depuis 2012, j'ai eu souvent l'occasion de le partager avec les Maliens, mais ces chefs d'État sont élus comment? Et s'il y a des affections populaires à l'occasion des élections, c'est déjà une menace en soi sur la légitimité elle-même. Il ne suffit pas d'avoir la légalité, de faire les élections les plus propres. Il y a aussi d'autres cas où le chef d'État, la légalité, la légitimité, il remplit tous les critères, mais juste parce que tout de suite, ces décisions vont à l'encontre. Ah oui, mais il faut faire intérêts. attention aux rapports de forces internationaux. Ça, il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas un dîner de gala. Mais est-ce que vous n'êtes pas conscient que si nous devons tenir compte des rapports de force et bien d'autres paramètres, finalement, non, je ne le suis pas moi. Pourquoi la population burkinabé qui est descendue dans la rue, qui a bloqué les convois militaires pendant des jours et des jours, ne l'a pas fait pour demander la restauration du pouvoir du président Kaboré? Donc il y a un problème de légitimité. Et s'ils n'ont pas eu peur des chars, des canons français, et pourquoi est-ce qu'ils auraient peur de la soldatesque qui n'a fait que tirer en l'air, qui est même en débandade face à des djihadistes et autres là? Donc il y a au cœur de ces problèmes, enfin, le président Kaboré a été certes élu dès le premier tour, félicité par ses opposants, dont le chef de l'opposition qui est même membre de son gouvernement comme ministre d'État depuis, bon voilà, ça c'est les inepties africaines. Bon, c'est au nom de la réconciliation nationale. Mais sur un corps électoral de 6 millions... En Afrique, l'opposant, non, sur un corps... qui ne gère pas la... Non, je parle intrinsèquement du Burkina, et pendant qu'on y est, sur un corps électoral de 6 millions d'habitants, il a réuni à peine 2 millions. Et les autres, là, qu'est-ce qu'ils pensaient? Et qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de ça? On a vu à Zinaré, ville natale du président Compaoré, les gens applaudir en pensant que Diendéré serait libéré et que peut-être leur champion reviendrait. Donc les attentes sont parfois nombreuses, contradictoires et parfois très Alors Jacques Bokor, locales. Est-ce que vous y voyez dans ces putschs de part et d'autre une guerre des puissances également? Oui, mais M. Guédéoué l'a dit, le monde est ainsi régi, c'est le rapport des forces. Maintenant, les chefs d'État africains qui sont au pouvoir, eux-mêmes en sont conscients. Il n'est pas interdit à un chef d'État de faire des options de coopération. Et comme nous le disions, c'est à ce chef d'État-là de savoir jusqu'à quel seuil il peut y aller. Il y a d'autres qui, prenons le cas du Mali actuellement. Le Malien dit, oui, moi je compose avec la Russie. Mais s'il s'assure que la Russie peut gérer sa sécurité, et il peut être vraiment bien gardé, il fonce. Mais si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. Moi, je pense que c'est ça l'option. Si vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. Et l'autre chose, j'insiste, M. Guédéoué l'a rappelé, la question de la gouvernance ne doit pas être occultée. Parce que il y a ces aspects sous-jacents que les gens ne perçoivent pas. Oui, l'élection à 88%, à 90%, et on balance ça. Mais à l'interne, ça ne va pas. Les frustrations que vous créez dans l'armée. L'armée également, quand je prends un militaire, il a quand même des gens aussi derrière, qui sont des civils. Et vous êtes venu prendre un pouvoir après quelqu'un qui a appartenu à l'armée, qui a fait 27 ans au pouvoir, qui a recruté, qui a installé son armée et qui est parti. Donc, vous marchez là sur des œufs. Je pense que, bon, Compaoré, et Kaboré, moi, je le voyais comme un ange, mais bon, ce que j'ai appris après, surtout avec les militaires qui sont envoyés au front et qui sont en griffe affamés, moi, je pense que c'est... Il s'est déconnecté. Permettez qu'on dise que, à la limite, pas plus que le président Ibeka, c'est pas quelqu'un qui s'est outrageusement enrichi. Mais laisser faire est également coupable. Exactement. Le séférisme. leur est reproché. Alors, Gilles Christidi, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pensez que le Bénin a des raisons de s'inquiéter avec ce vent qui secoue un peu la sous-région? Est-ce que le Bénin, le Togo même, pourrait s'inquiéter? Ça, c'est une question, je ne vais pas dire difficile, mais très délicate. Parce que là, on parle de sécurité. Vous savez, la menace terroriste n'est plus qu'une simple question de menace. Maintenant, pour le Bénin, elle devient réalité avec nos populations du Nord, Porga, etc., qui sont attaquées par des hommes armés et qui font que, moi j'ai l'impression que le président de la République béninoise
le chef d'État Patrice Talon a presque tout prévu dans sa gouvernance, sauf ça là. Ça, j'ai l'impression que c'est l'élément nouveau, imprévu qui s'invite dans la gouvernance. Il a sa feuille de route, on sait qu'il sait où il va sur beaucoup de questions. Et quand vous écoutez ses discours depuis 2016 jusqu'en 2022, j'ai l'impression que c'est dans ces derniers discours qu'on sent véritablement qu'il a éprouvé dans sa gouvernance. Parce que là, il avait sa feuille de route sur les questions économiques et tout ça. Mais là, récemment, à l'occasion de la présentation de vœux, vous avez suivi son discours. Il était très, très ému par cette question de montée du terrorisme. Et c'est à ce titre, vous avez déjà en 2019, où notre compatriote Fiacre a été... Fiacre Béji a été assassiné au nord avec à la Pendjari. Et après on a retrouvé les auteurs, je crois, de l'autre côté de la frontière avec le Burkina Faso. Déjà la menace planait là sérieusement. Et c'était même, ma foi, la première fois où on avait déjà commencé à classer cette région du Bénin comme zone rouge, je crois, en France, où on déconseille aux voyageurs français d'y aller. Mais après, je crois que la communication s'est rétablie. Donc je crois que en partant de ça, et en tenant compte de la réalité du moment, parce que là, au moment où ça se passe ailleurs... On s'en est pris aussi à la France. Absolument. Oui, vous voyez, bon, c'est évidemment. Donc, en tenant compte de la réalité actuelle, où c'est devenu réalité, où ça prend de l'ampleur, je crois que déjà, quand vous voyez un peu les différentes sorties du président béninois, où il discute avec ses homologues. Il a discuté avec Vladimir Poutine, il a discuté même avec ses homologues de la sous-région, Macky Sall, hier, Alassane Ouattara avant. Donc, je crois qu'il cherche des solutions. Maintenant, votre question, elle est très claire. Vous demandez si ce qui s'est passé au Burkina, si ça peut arriver ici. Si je reformule la question. Et là, je ne sais pas, parce que l'armée burkinabé n'est pas, à mon avis, n'est pas du tout la même chose que l'armée béninoise. Et on n'a pas les mêmes histoires. L'histoire du Bénin fait que, si vous vous souvenez du 16 janvier 1977, fait que nous avons une armée, si je prends ça là, oui, si je prends ça comme repère et que je vois un peu comment fonctionne, une armée relativement patriotique ou républicaine. Et même s'il y a des frustrations, on ne peut pas nier cela. En arriver jusqu'à ce point, je ne vois pas ça. Maintenant, dans la sous-région, parce qu'on peut étendre la question vers d'autres pays, est-ce que vous avez parlé du Togo, etc. Bon, vous voyez le cas du Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas un parfum du troisième mandat qui plane dans l'air? Est-ce que avec le troisième mandat de la Côte d'Ivoire, est-ce que encore que même là sur ces différentes questions, je n'ai pas l'impression que l'armée ivoirienne, que l'armée sénégalaise soit de même nature que l'armée de ces pays-là dans lesquels ça se passe. Je peux me tromper. Et demain, je peux me rendre compte que je me suis trompé. Bon, voilà. Mais pour le moment, je pense que les situations ne sont pas pareilles dans les pays. Ne sont pas pareilles. Joël Taïguedegui, est-ce que vous partagez son avis? Oui, il faut faire attention. Je suis intéressé par l'histoire des armées. Et effectivement, la différence ou cette différenciation peut inclure effectivement un autre comportement face aux situations identiques. Mais dans ce domaine-là, nul ne peut rien prévoir. Absolument. Comment penser qu'un Doumbouya qui était le chef des services spéciaux, ou bien même Damiba qui a été promu au contre-espionnage et tout, qui avait, entre parenthèses, l'onction, la confiance de leur chef d'État, comment penser qu'il passerait à l'action? Peut-être par impatience, peut-être en voyant qu'au fond, leur président n'assurait pas. Et donc, tout est question d'assurer. Comment est-ce que le pouvoir est effectif? Comment est-ce que le commandement de l'armée est-il effectif? Comment fait-on pour éviter les frustrations? Est-ce que vous jetez un regard sur le commandement de l'armée au Bénin? Oui, il ne faut pas se voiler la face. C'est des éléments qui entrent en ligne de compte au moment de se décider pour ces gens-là. Et s'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas d'équité, que le recrutement n'obéit pas à des règles, à nos règles traditionnelles de quotas régional, d'équité et autres, là, de mérite, et peut-être qu'il y aura des grognes. Et donc les gens cherchent des prétextes. Et deuxièmement, s'ils sentent que la communauté internationale peut être plus ou moins laxiste, c'est encore une autre signal qui est envoyé indirectement à des gens tentés par l'aventure du putsch. Et reste à savoir comment le peuple lui-même répond, comment la population répond. Est-ce qu'elle va ovationner ses nouveaux maîtres ou pas? Quand vous mettez tous ces éléments dans la balance, vous gardez ou non de tenter l'aventure. Mais vous n'empêcherez jamais
quiconque que ce soit de penser dans sa tête à l'étendue des possibles, celle de la responsabilité de ceux qui sont aux commandes, qui ont le destin du pays en main, de tout faire pour ne pas donner ces prétextes-là. Et ma foi, il est possible de le faire. Le président Talon a remarquablement anticipé avec le gouvernement en prépositionnant des troupes. Est-ce que ce positionnement est adéquat? C'est peut-être des correctifs qu'il faut amener. Et au regard des confrontations réelles qu'il y a eu avec les djihadistes, on en sait peut-être un peu plus sur leur mode opératoire et au plan du combat. Mais il n'y a pas que ça. C'est des gens qui arrivent à idéologiser, permettez le néologisme, les populations, donc à pénétrer les populations, être dans leur vécu avec les populations. Donc l'armée aura ou le pouvoir civil devra tout faire pour que l'armée, les forces de l'ordre, les hommes en uniforme ne soient perçus comme source d'exaction pour les populations civiles. Parce que ça bascule généralement les populations vers les autres qui sont perçus comme leurs meilleurs défenseurs. Et pire encore, il y a beaucoup de flux d'argent qui viennent. Comment est-ce qu'on les contrôle? Donc on en vient à la question du renseignement à l'intérieur des communautés, mais des mouvements d'argent et autres là. Et donc le tout combiné avec un équipement, un entraînement adéquat, il est possible, avec l'étroitesse du territoire béninois rapporté à ceux du Mali, du Burkina, du Niger et autres là, nous avons quelque peu une chance de juguler les choses. Il ne faut pas crier trop tôt victoire. On a vu que parfois notre détermination dépend de celle du voisin. Et ce qui s'est passé début décembre a rendu compte de ce que le Burkina avait abandonné le front sud. Et donc les gens se sont constitués une base arrière, ont pu se replier assez facilement. Donc il faut que très rapidement, le Bénin continue d'entretenir les meilleures relations avec le Burkina pour pouvoir prendre les gens en étau de l'autre côté. Mais n'oublions pas la menace terroriste qui nous vient également par la mer, avec des enlèvements qui ont de plus en plus lieu, qui sont parfois jugulés par la coopération internationale, y compris avec la France, les États-Unis. Mais l'intégration ou la mutualisation des moyens entre le Nigeria, le Bénin, le Togo, voire le Ghana. Donc il y a un certain nombre d'actions qui n'étaient déjà pas mauvaises, qui vont dans le bon sens, qu'il faut ajuster. Et j'ose croire que notre État saura, en ne faisant pas de cette question-là uniquement la question des militaires, saura apporter une réponse originale et adéquate. Jacques Bokor, sur la même question de conclure. Oui, à la suite de mes co-débatteurs, je dirais que, bon, comme vous êtes beaucoup plus tourné vers les puissances, si les puissances n'ont pas une main dans ce qui se passe en termes de coup d'État, je ne répondrai pas directement à la question, est-ce que ça peut arriver au Bénin? Moi, je dirais, si ça ne doit pas arriver au Bénin, étant donné que je ne maîtrise pas les options de coopération faites par notre chef de l'État, je ne sais pas vers quelle puissance lui, il est beaucoup plus tourné. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que ce sont les États-Unis ou bien la Chine? Je n'en sais rien. Mais de toutes les façons, il faut qu'il tire leçon. Je ne suis pas en train de lui donner des conseils. Tout à fait. Mais je réponds plus ou moins à ce que vous m'avez demandé. Qu'on tire leçon de ce qui s'est passé déjà au Mali, au Burkina, et puis dans d'autres, en Guinée aussi. Donc, qu'on évite au maximum d'aller sur ces pistes-là qui peuvent se retourner contre soi. L'autre chose, à la faveur de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État, j'ai écouté le chef d'état-major général qui a émis des doléances. Qu'on arrive à satisfaire ces doléances-là. Il a parlé de procédures pour peut-être les décaissements, qu'on aurait besoin, il semble, d'argent pour répondre à certaines opérations. Mais les procédures font que souvent on n'arrive pas à entrer en possession de... Très rapidement. Donc, que le chef de l'État, je pense, satisfasse à ces doléances-là et qu'il écoute aussi les subalternes, pas que les hauts gradés.
Parce que c'est aussi ça, quand ça couvre, vous ne percevez pas forcément. C'est quand ça vient en surface que vous vous rendez compte que, ah oui, il y a eu des frustrations qu'on a dû occulter. L'autre chose, ceux qui sont sur le terrain là-bas, on a envoyé des gens de l'autre côté de Porga. Comment ils sont entretenus? Est-ce que les primes qu'on leur envoie vont directement dans leur poche? Est-ce qu'il n'y a pas de coupe-sommes, donc, etc. Je pense qu'il faut régler ce genre de problème. L'autre chose, c'est que sur le plan politique, il faut dialoguer avec tout le monde. Les ambassadeurs accrédités au Bénin, le Lion également dit. Je pense que ce sont des pistes sur lesquelles il faut aller pour éviter au maximum les frustrations. Voilà. Oui, c'est l'occasion pour moi d'ajouter que dans ces genres de circonstances, les réalités politiques ou les clivages politiques ne prévalent pas vraiment parce que ça n'a pas d'importance. Les djihadistes ne connaissent pas qui est opposant à tout ça. Il paraît que les opposants peuvent aller en chercher. Hein. Oui, mais ce que veut dire, c'est que c'était pas dans votre logique, c'est que les populations où nous devrions plutôt constater un sursaut national. Ouais. C'est là ma conclusion. C'est-à-dire, il faudrait que tous les Béninois sachent que nous sommes d'abord dans un contexte sous-régional très difficile en ce moment, et il faudrait que tous on puisse vraiment s'unir pour défendre notre patrie. Et ça implique la question de la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité sur le terrain en termes de renseignement. Parce que là, lorsque les gens viennent, et M. Attaï Gadegbe l'a dit, ils s'infiltrent, même pas parfois avec le poids de l'argent. Ils se font amis avec les gens sur le terrain et ils s'infiltrent. Ils vont dans les mêmes lieux de prière, fraternisent complètement avec vous. Tout à fait. Et tout à l'heure, quand je parlais de l'armée, vous voyez l'armée malienne, par exemple, moi je discute avec un soldat français, béninois, qui fait partie de la force de MINUSMA au Mali et qui m'informait qu'il y a beaucoup de civils qui faisaient partie des groupes rebelles armés qui attaquaient l'État, qu'on a dû reconvertir, on les a désarmés d'abord et on les a intégrés maintenant dans l'armée régulière. Et beaucoup de doutes prévalent sur leur intégrité, leur sincérité dans leur reconversion. Ça fait que nous avons une armée un peu bizarre au Mali. Et est-ce que c'est ça qui explique peut-être la pérennité des choses? On ne le sait jamais. On ne le sait pas. Et tout à l'heure, M. Tagadebe parlait aussi de la configuration de l'armée burkinabé. C'est dans les mêmes conditions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous n'avons pas les mêmes histoires et nos armées n'ont pas les mêmes configurations. Et composition. Au Mali, il y a beaucoup de gens qui désertent. C'est-à-dire qu'ils ont été intégrés à l'armée, dit-on, pour pouvoir servir dans le bon côté de l'histoire, mais après ils désertent avec tout un équipement. Et là, les gens ne communiquent pas, ça n'apparaît pas dans la presse internationale et tout ça, mais c'est des réalités sur le terrain. Donc c'est ça qui fait que quand on veut peser les situations, ce n'est pas toujours les mêmes contextes. Ce n'est pas toujours les mêmes contextes. Il faut souhaiter que les populations collaborent. C'est vrai, on n'a pas trop la culture de cela au Bénin, mais c'est un nouveau défi. Cette collaboration qui est un véritable défi. Merci à vous, Gilles Christidi. Nous sommes un peu pris par le temps. Un autre sujet qui était prévu pour ce matin. L'organisation non gouvernementale Transparency International a publié le 25 janvier dernier son classement annuel qui évalue l'indice de perception de la corruption dans 180 pays du monde. Le Bénin, dans ce classement, gagne 5 places et est hissé au 118e rang pour un total de 42 points, un classement meilleur à celui de 2019 et 2020. Joël Taïgadegbe, vous êtes membre également de la société civile. Dites-nous quels sont les facteurs qui pourraient expliquer ce bond-là. Pour notre pays, on ne peut qu'être fier et on se doit de féliciter nos autorités quand c'est le cas d'une avancée, parce qu'à l'inverse, on les doite et on les met en cause pour leur laxisme ou leur complaisance à l'endroit de la corruption. Mais voyez-vous, ce serait aussi trop tôt de crier victoire. Dans ce que vous avez rappelé là, vous avez parlé du nombre de points du Bénin sur une échelle de combien? Sur une échelle de 100. De 100, exactement. Donc, et même la moyenne, nous n'y sommes pas encore. Et pour ces histoires-là, de moyenne, on a même raté le deuxième compact du Millennium Challenge Kant. C'est pour dire que c'est une question d'importance et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main ces indices ou classements internationaux, qu'ils nous soient favorables ou défavorables. Il faut qu'on apprenne à les accueillir et avoir la tête froide là où nous avons encore des progrès à faire, parce que quand le pays s'est mis ensemble, quand le gouvernement du président Yahi vers la fin a un peu pris conscience des efforts à faire, ça nous a permis d'assurer le deuxième compact qui agit sur nos besoins en énergie aujourd'hui. Donc il y a un lien
entre corruption et développement ou bien-être de nos populations. Et ce qu'on détourne, ce qui est détourné généralement, c'est au détriment des investissements lourds comme ceux de l'énergie ou des aides internationales qui pourraient nous aider. C'est au détriment des centres de santé, des écoles et des besoins peut-être militaires que nous avons de plus en plus là où ce n'était pas le cas. Et donc, plus nous aurons conscience de l'importance de traquer la corruption, de mettre en place de vrais systèmes et de ne pas avoir une approche messianique de la chose. Et parce qu'il faut que la lutte, que les instruments qu'on met en place perdurent, survivent même au président de la République sous lequel ça a pu être initié. Quand nous aurons eu cette approche, et peut-être que très rapidement nous serions en peloton de tête. Un pays comme le Cap-Vert est régulièrement devant le Bénin. Il est moins doté, mais parce qu'on a fait de la tolérance pour la corruption quelque chose d'inacceptable, et éthiquement et moralement. Et c'est un pays pauvre où on reconnaît on admet, c'est suffisamment partagé qu'il n'est pas possible que certains distraient le bien commun. Donc, comment nous faisons pour réinventer notre relation au bien commun, aux maigres moyens que nous avons? Et je veux espérer que d'ici quelques années, non pas que nous fassions forcément un bond de 50 ans, parce que l'indice, on peut toujours en reparler. Et on dit indice de perception de la corruption, la manière dont il est composé rend compte de quelque chose. Mais là, il y a un instantané qui peut nous encourager à faire davantage, à faire mieux. Et c'est moi ce que je veux retenir. Alors, Jacques Bocquin, est-ce qu'on peut se dire sans risque de se tromper que les différentes réformes qui ont été opérées, notamment la mise en place de la criette, ont quand même contribué à ce bond? Bon, forcément, parce que quand vous prenez ce même classement en 2020, je pense qu'on avait 41 points et on était à la 83e place. Et puis, cette année, nous avons au moins glané un petit point qui nous a valu 5 places, 5 bons, disons, en avant. Donc, il y a forcément que ça contribue. Ça veut dire qu'il y a des instruments nouveaux qui sont intervenus et qui concourent à ce classement-là que nous avons. Maintenant, comme l'a dit M. Guédégbé, on aurait souhaité avoir au moins la moyenne qui est de 50. Parce que lorsque vous allez à un examen et que vous n'avez pas 10, normalement vous échouez. Donc normalement, c'est que nous avons échoué en matière de lutte contre la corruption. Nous avons de sérieux problèmes. S'il faut tenir compte de la moyenne. Mais reconnaissons au moins que nous sommes en train de faire notre bonhomme de chemin vers la moyenne qui est 50. On aurait aimé avoir 53 points comme le Rwanda, voilà. Le Rwanda qui est 52e avec 53 points. Ça veut dire qu'en termes de lutte contre la corruption, le Rwanda fait un grand pas. Et je prends un autre pays, le Sénégal, qui a 43 points, 73e place. Le Ghana, 43 points, 73e place. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, comme M. Guédégbé, j'ai aussi espoir que nous irons d'effort en effort et que la lutte contre la corruption, peut-être que nous parviendrons, même si on ne peut pas parler de corruption zéro, nous arriverons à atteindre, pourquoi pas, le seuil de 49, voire 50%. Mais pour y aller, parce que Transparency a fait un lien entre les violations des droits humains, la démocratie et la lutte contre la corruption. Là où il n'y a pas de démocratie, là où il y a violation des droits humains, c'est que la corruption s'installe, s'enracine. Donc, parce que la société civile n'a plus accès, par exemple, à des données. Quand il n'y a pas de liberté, vous ne pouvez pas accéder à certaines données. Donc, je pense qu'il faut inviter les gouvernants à voir la chose aussi de ce côté-là, même si individuellement nous avons des efforts à faire, parce que la corruption, ce n'est pas qu'au sommet, c'est déjà aussi à la base, même si c'est le public, le pouvoir public ou bien l'administration publique que ces genres de classement évaluent. Donc, c'est qu'il faut inviter les dirigeants à continuer
la cellule qui va être créée, c'est peut-être un instrument aussi Justement, qui va apporter, on va dire un mot dessus, très qui va rapidement, apporter on un plus à cette lutte-là. Gilles Christidi, très rapidement sur ce classement-là, avant qu'on dise un petit mot sur la cellule de conclure ce débat. Non, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'à l'international, les gens évaluent un peu comment nous évoluons sur presque tous les plans. On a des rapports dans presque tous les domaines qui arrivent. Et la première chose, c'est d'abord, comme M. Ataï Gadegbe le disait tout à l'heure, qu'on sache analyser chaque rapport, quel que soit son tendance. Oui, sa tendance ou son verdict. Et là, dans le cas d'espèce, je crois qu'on sait, on peut percevoir clairement que depuis ces dernières années, il y a quand même une certaine volonté politique beaucoup plus accrue de lutter contre la corruption et l'impunité. Ça saute à l'œil. Après, compte tenu de sa position politique, on peut toujours faire le débat. Est-ce que c'est ciblé? Est-ce que ce n'est pas ciblé? Là n'est pas mon problème. C'est d'abord de savoir qu'effectivement, il y a cette volonté politique qui est là. Et on se souvient qu'à l'arrivée du président Boni Aïe, la situation à l'époque, déjà en 2006, semblait grave au point où il a organisé une marche verte contre la corruption. Comme si, effectivement, la corruption était dans la rue, qu'il fallait chasser, lui faire peur. Mais c'était sa façon à lui de clamer sa volonté de lutter contre la corruption. Mais lorsqu'il fait 10 ans et qu'il part, et qu'on constate tous les dossiers de corruption dont nous avons connaissance, il ne me plaît pas de les citer, même si ce n'est pas caché, et qu'on sait que, franchement, après 10 ans de gouvernance, le Bénin n'a pas vraiment évolué au plan de lutte contre la corruption, où un autre président vient et dit à l'occasion de son discours d'investiture le 6 avril 2016, « Je ferai de la lutte contre la corruption mon combat de tous les jours, sous la clameur populaire devant le Bénin et le monde entier. » Et qu'il arrive effectivement au pouvoir et ne verse pas, ça c'est mon impression, dans l'euphorie, dans l'émotion traditionnelle, et passe à l'offensive, en mettant en place, par exemple, en 2018, la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Sur le principe, déjà même la dénomination de cette Cour, c'est une avancée notable. Après, il y a la création de la création ensuite de la Cour des comptes. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est effectif, est-ce que... Mais ce sont des paramètres qui évaluent positivement. Le commissariat. Enfin, bien sûr, qui évaluent positivement, ou enfin, qui permettent d'évaluer et de conclure que effectivement, on évolue quand même sur le plan de la lutte contre la corruption. Après, il n'y a que celui qu'on veut décourager, il n'est qu'humain tout le temps. Et c'est ça le paradoxe dans tout ça. On a beau condamner des gens à la criette, des gens écopent de peines très lourdes, 20 ans, 10 ans, par-ci, par-là, pour des faits de mauvaise gestion, on va dire, pour des faits de détournement, etc., etc. Ça ne décourage pas les gens, c'est ça. Récemment, je conduisais un plateau télé où je mettais à l'écran « Est-ce que les Béninois sont trop résistants dans le cadre de la lutte contre la corruption ?» Et on a réfléchi sur cette question. On peut constater, depuis qu'on est devenu indépendant, la corruption n'a jamais disparu. Et tout à l'heure, je crois que c'est Jacques qui parlait de zéro corruption. On est très loin, très loin d'en avoir. Vous allez dans l'administration. Moi, il m'est arrivé il y a cela quelques temps, je suis allé dans un service public. Je ne vais pas dire... Je suis allé dans un service public. Non, désormais, il y a une cellule pour absolument, ça. Oui. Et comme on n'est pas sur le plateau, enfin, dans le cadre de la cellule, je ne vais pas le faire ici. Mais l'agent... Il me dit, écoutez, si vous voulez avoir votre pièce, aujourd'hui, si vous voulez avoir votre pièce, il va falloir m'intéresser. Je lui ai dit, ah bon, mais c'est pourtant gratuit, ce qu'on m'a dit. Il dit, oui, je ne t'ai rien imposé. Parce qu'il a perçu le mal de loin. Il dit, je ne t'ai rien imposé. Seulement que je t'informe que si tu veux vraiment avoir ça, plus que ceux qui sont dans le rang là, il va falloir te montrer différent d'eux financièrement. Vous voyez, c'est loin d'être éradiqué, mais alors, sur le plan de la volonté politique, les gouvernants font vraiment beaucoup d'efforts. Mais le grand problème, moi je pense qu'il faut aller à l'école de ces pays. M. Ataï Gadegbe a parlé de Cap-Vert. Oui, c'est ça, non? De nous, même voilà. Même le Ghana. Voilà, même le Ghana. On dirait, enfin, je ne vois pas de pays francophone, malheureusement. Le pays classé numéro 1 au plan mondial sur les 180, c'est le Danemark, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas aller à cette école-là pour voir comment ils en sont arrivés? Peut-être que ça peut nous inspirer, même s'il faut contextualiser. L'autre chose, c'est qu'il faut aller rapidement à la digitalisation, tout en améliorant... Nous faisons une grande marche, tout en améliorant les conditions de vie de travail. Il y a de gros efforts par rapport à ça. Récemment également, le paiement des factures au niveau de la SBDE. C'est une révolution dans les pays baltes. En Estonie, on a sollicité l'expertise. Alors, très rapidement pour finir, Joël Ataï Gadegbe, dites-nous, selon vous, cette cellule-là qui a été
mise en place au niveau de la présidence de la République dont le Conseil des ministres de la CNDL nous a évoqué. Selon vous, quel serait l'apport, la contribution de cette cellule dans cette lutte contre la corruption et l'impunité? Je vais peser mes mots parce que je pourrais autant dire que j'en attends absolument rien et comme je voudrais être surpris. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Mais j'en attendrais beaucoup plus dans la mesure où le chef de l'exécutif, que le président de la République, est fondé à se doter des moyens nécessaires, des organes nécessaires à la bonne information pour décider. Si ça lui permet d'être encore mieux informé sur ce qui se passe autour de lui, au sommet, comme on dit, en haut, et de frapper, la crédibilité serait formidable. Mais sinon, ce serait ramené au vécu, à l'expérience déjà connue de la défense cellule de la moralisation de la vie publique qui a frappé des coups d'éclat, mais qui s'est plainte de ne pas avoir les moyens d'ester en justice, de faire ci, de faire ça. Et on a eu des numéros verts, y compris sous ce régime. Donc il faudrait des bilans, il faudrait une reddition de comptes. Il faudrait qu'on ait le sentiment que les gens sont intouchables en haut. Et parce que la difficulté, quand on coince les petits poissons, c'est que les gros continuent de nager et de s'engargariser. Donc la Cour des comptes est un formidable instrument par rapport à la lutte contre la corruption dans l'administration. Encore faut-il qu'elle ait rapidement l'ensemble des moyens qu'il lui faut et qu'elle également nous délivre à la fin de l'année le rapport public. Et on n'a pas l'habitude d'accueillir, comme il se doit, les rapports publics. Le dernier incident avec la Commission béninoise des droits de l'homme en dit long quand il s'agira des intérêts encore des gens. Comment est-ce que ce sera accueilli? Mais il faut, je le dis, apprendre à accueillir tous ces rapports. Et c'est en faisant en sorte que nous ayons le plus de systèmes basés sur l'intégrité, favorable à la détection et la plus rapide possible de la fraude, et que nous allons décourager le facteur humain. On ne l'empêchera jamais, et je le crois. Mais il faut qu'on ait la certitude de la détection et de la sanction. À ce prix-là, le pouvoir politique aurait rempli sa mission et ne serait pas perçu comme messianique. Monsieur Talon peut demain également changer de volonté. Et donc, on ne peut faire confiance à personne, ni même à soi-même. Merci à vous, Joël Ataï-Guédégbé. Jacques Boko, un petit commentaire pour conclure par rapport à la mise en place de cette cellule-là au niveau de la présidence de la République? Non, mais les appréhensions, les réserves de M. Ataï-Guédégbé sont celles que j'ai lues sur les réseaux sociaux depuis qu'on a annoncé la création de cette cellule à la présidence de la République. C'est que les gens attendent de voir avant peut-être d'y croire. Parce que, c'est logé à la présidence. Et puis, il y a d'autres qui soupçonnent. Est-ce que selon vous, il doit encore avoir une équilibre? C'est vrai qu'on est à la fin, dans un contexte où nous voyons, plus que par le passé, de grands directeurs de structures d'État être interpellés, des patrons d'unités de police être interpellés, gardés à vue directement comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait encore d'autres inquiétudes par rapport à cela? Moi, quand le porte-parole du gouvernement... Quelles sont les espérances? Quand le porte-parole du gouvernement a dit qu'on peut aller dans l'anonymat, on peut requérir l'anonymat et signaler quelqu'un qui vous embête, comme le cas qu'a évoqué tantôt Gilles Christ, c'est bien. Ça pourrait être aussi un instrument de nuisance politique. Oui, mais quand vous dénoncez, c'est à l'équipe, la commission qui sera mise en place d'aller checker, d'aller sur le terrain pour voir si effectivement ce dont parlait Gilles Christ est fondé. Il suffit peut-être qu'on envoie quelqu'un se faire établir une pièce et que le même agent se mette dans la même posture pour qu'on dise « Ah oui, effectivement, Gilles Christ a raison. » Donc, on peut l'épingler à partir de là. Mais les inquiétudes, c'est quoi? J'ai lu, entre autres réactions, on dit « Attends, si par exemple, on disait comme le cas d'une entreprise qui a gagné des marchés et un ministre est allé sur le terrain et dit « Bon, il y a eu un lapsus.
qui a coûté le fauteuil à ce ministre-là. Et on dit que l'entreprise a gagné un marché gré à gré, peut-être sans appel à candidature, appel d'offres. Si je vais dénoncer ça, et que ça concerne, par exemple, le gouvernement, puisque c'est de la corruption là aussi, hein, est-ce que le gouvernement est à même d'aller sur cette piste? Wait and see. Voilà, c'est une inquiétude. Une grosse inquiétude. Donc, Alors, c'est un Gilles Christ, défi tu dis. pour le chef de l'État et toute l'équipe de la présidence de rassurer des gens comme M. Guédégbé, des gens comme moi, et puis d'autres internautes, d'autres maillons de la population qui aujourd'hui restent dubitatifs, qui aujourd'hui sont sceptiques. Est-ce que ce n'est pas un instrument de plus ou bien de trop? De toute façon, les prochains jours vont nous édifier sur la question. Gilles Christ, pour conclure. Non, je pense que ça s'inscrit certainement dans la logique de cette volonté politique dont je parlais tout à l'heure. De renforcer le dispositif. Oui, ce n'est pas mauvais que de réfléchir. Et ça, le gouvernement l'a initié sans que personne ne réclame cela. C'est peut-être ça qui peut rassurer les uns les autres. Ce n'est pas suite à une marche des syndicalistes ou de n'importe qui qu'on a dit « Ok, on a entendu votre doléance, nous allons installer une cellule pour vous permettre. » Ce n'est pas ça. Ils ont délibérément choisi de la créer. On attendra de voir. Donc c'est les gens du service public Oui, maintenant, c'est vrai, le Bénin a créé beaucoup de structures. À l'NLC, c'est vrai, ça c'est public. Mais il y a le FONAC qui est pour la société civile. L'NLC n'est plus. Ah oui, non, je rappelle les structures qui ont été créées. Justement, je rappelle les structures qui ont été créées par le Bénin dans le cadre de la lutte contre la corruption. On a eu tout ça. Mais après, on connaît un peu les résultats sur le terrain. Donc, c'est pour ça que, quand Jacques disait tout à l'heure, est-ce que ce ne sera pas une structure de trop? La question mérite d'être posée. L'autre chose, c'est vrai, c'est logé à la présidence. Et sur dans une émission, il y a un des acteurs politiques qui disait comment est-ce qu'un gouvernant ou un dirigeant peut écouter une plainte, par exemple, liée directement à un de ses bras droits, quelqu'un dont il ne peut pas se passer, et donner suite à cela. Bon, c'est une question qui se pose. Encore que même là, même sans la cellule, le mal peut perdurer. Donc je me dis, ce n'est pas à vitrioler, on va dire que c'est une mauvaise nouvelle. Mais de toute façon, elle apportera. Et il faut qu'on l'expérimente pour voir. Voilà. C'est-à-dire, faisons avec. Et peut-être au terme de quelques temps, nous reviendrons évaluer. Je voudrais qu'on se donne trois indicateurs. Bon, vous avez parlé un peu de la société civile, des médias, et quelle va être l'intensité des dénonciations, la capacité d'accéder à l'information conformément aux lois qu'on s'est données. On a déjà un début. Deuxièmement, la Commission béninoise des droits de l'homme est fondée à connaître des plaintes relatives aux violations des droits de l'homme jusqu'au harcèlement sexuel. On a un arsenal assez complet. Est-ce que cette commission pourra en connaître du harcèlement sexuel en haut lieu des déviances de ceux des collaborateurs du président de la République ou des chefs d'institutions qui sont les gens courantes. Troisièmement, la Cour des comptes est mise en place, on s'en félicite. Donc, le personnel, la magistrature en partie a des garanties par rapport à son statut. Et est-ce qu'un magistrat financier aura toute l'attitude d'aller auditer les différentes dépenses qui se font en notre nom avec nos impôts, et attendons ce que seront les rapports publics dans ces domaines-là et voyons si nous avons fait un progrès, si on est décidé vraiment à frapper qui que soit la personne ou quelle que soit la personne qui sera en cause. Merci à vous. Tout à l'heure par rapport peut-être à la possibilité qu'on puisse vouloir nuire politiquement à un acteur en utilisant la cellule. Je crois que la cellule, dans cette prérogative telle qu'elle est dictée par le Conseil des ministres, se chargera de traiter les dossiers de dénonciation, d'investiguer avant de pouvoir passer à l'action. Donc je crois que si techniquement ce gouvernement-là la met en place, cette cellule, on verra bien comment ça va se passer. Je crois qu'elle aura quand même une belle contribution dans cette lutte contre la corruption. De toute façon, la CRIET, elle donne assez d'écho malgré ce qu'elle fait crier. Elle continue toujours de recevoir des clients de part et d'autre, notamment récemment cette semaine également au niveau de l'aéroport international Cardinal Bertrand de Cotonou. Beaucoup de policiers sont attendus dans les jours à venir par rapport à un dossier de transfert de devises. Nous allons suivre de très près cette actualité. Nous allons y revenir. Merci à vous, Joël Ataï-Guédégbé. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance
analyste politique. Vous étiez face à Gilles Christ Chidi, journaliste analyste politique, et Jacques Bocor, rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Merci à vous pour ces échanges assez riches et intéressants. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain pour l'invité. Portez-vous bien et à très bientôt.